Ah, ça fait un peu plaisir quand on répond à nos internautes. Un épisode très calme, très reposé, très efficace dans l'ambiance qu'il veut créer. Honnêtement, j'étais vraiment pris par le côté très... On se pose, on prend le temps de digérer ce qui vient de se passer dans l'épisode précédent, tout en montrant un petit peu tout un nouvel environnement qui honnêtement est super bon, j'espère qu'on y reviendra. En tous les cas, ouais, à bord du Nautilus, tout le monde commence un petit peu à faire le deuil des trois matelots qui sont morts. On va se centrer pas mal sur Nadia, qui a du mal à comprendre, d'une part, pourquoi il faut aller aussi loin pour protéger le Nautilus, et d'autre part, quel est son rôle là-dedans. On verra ça via des flashbacks en noir et blanc presque sur elle qui pose des questions un petit peu à l'équipage et comment il, euh, il voit ça. Il y en a un qui parle de le destin, quoi. C'est un petit peu sa croyance, quoi. Genre les choses n'arrivent pas par hasard, le destin joue un rôle. Il y a Nemo qui reste un petit peu vague et Electra aussi sur ce que signifie le bleu, pourquoi il faut que protéger le Nautilus à tout prix, tout ça, tout ça. C'est assez fort dans la mise en scène. Nadia donc qui se pose beaucoup de questions, qui commence à en avoir marre qu'on la chasse pour son eau bleue, qui veut s'en débarrasser, mais c'est pas si facile que ça. Apparemment ce truc est lié à elle magiquement ou un truc comme ça, parce que quand elle essaye de le jeter à la mer, l'objet il est pas emporté par les vagues déjà, et en plus il brille et il l'évite vers elle après, quoi. Je veux rester avec elle, ce truc. Donc, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et j'espère sincèrement qu'on nous donnera une bonne raison à pourquoi ils ne lui disent pas. Je veux dire, avant, lorsqu'elle était aussi peu impliquée qu'elle l'était, il pouvait se dire, ok, elle pouvait continuer sa vie et on ne l'implique pas là-dedans. Mais là, c'est bon, elle est totalement impliquée. Elle est prise là-dedans jusqu'au coude, quoi. Donc, c'est c'est un peu bizarre pour moi qu'il finisse pas par lui dire ce qu'il en est. Si c'est juste là, tu viens d'une ancienne civilisation et t'es la dernière des tiens, ok, ce serait difficile à encaisser, mais bon, après tout ce qu'elle a vécu, après toutes les questions qu'elle se pose, je pense que ce serait un pas en avant pour elle, voyez, quoi. J'espère que c'est pas juste ça, quoi. Voilà, les tiens, ils sont tous morts et t'es la dernière représentante. Un truc comme ça, parce que si c'est pour lui cacher ça, d'une part, oui, c'est une voie super facile, honnêtement, et oui, à ce stade-là, je vois plus trop l'intérêt. Elle se pose des tas de questions, ce serait déjà bien de lui répondre pour ça, quoi. Plutôt qu'elle arrête pas de se demander pourquoi, quel est son rôle là-dedans, pourquoi elle a l'eau bleue, etc., etc. Donc voilà, j'espère qu'on aura une explication satisfaisante à pourquoi on ne lui explique pas. Voilà, il y a cette espèce de légère crainte qu'il y a. Or, en tout cas, voilà, Nadia se pose des questions sur son eau bleue. Elle demande enfin à Jean de l'analyser. Ça ne lui est pas venu en tête avant. Hein, il a fallu attendre 15 épisodes pour qu'elle se dise tiens, le mec il s'y connaît un petit peu en science, il pourrait peut-être essayer de voir un petit peu ce que c'est. C'est pas comme si je me posais pas des questions dessus depuis que je suis toute petite. Comme maintenant que je pose des questions apparemment. Et ouais quoi, il analyse un petit peu, il voit que c'est un espèce de cristal, d'acier un peu particulier qui peut tout tailler, même les métaux les plus durs, les plus incassables qui soient. Donc voilà, hein, c'est genre du diamant puissance 1000, ce truc-là, apparemment. Et donc voilà, hein, c'est bizarre, il sait pas exactement ce que c'est, genre elle peut pas trop progresser. Et voilà, ça pose davantage de petits mystères, ça fait plaisir de voir nos personnages enfin commencer à y réfléchir. Plus en détail, plus en profondeur, un petit peu tardivement, mais ça fait plaisir de voir ça quand même. Et nos membres du Nautilus finissent par se dire qu'il faut se rendre au temple englouti, où ils ont l'habitude de se rendre, pour enterrer leurs camarades. Le temple englouti qui est présenté via donc une espèce de gros passage avec une immense statue. Vraiment, j'en parle tout de suite. Les décors qu'on nous montre dans cet épisode sont grandioses, quoi. Je veux dire, c'est vachement prenant, c'est super créatif. Et on ressent l'échelle des choses qui est énorme. Vraiment, waouh, c'est visuellement parlant, c'est très recherché, hein. Vraiment. Enfin bon, en entrant par donc cette entrée sous-marine, il y a le capitaine Nemo qui commence à avoir une petite réminiscence de toutes les choses qu'on lui reproche un petit peu. Pourquoi vous êtes encore en vie, vous?
alors que nous on doit mourir, ce genre de choses, avec certaines répliques que lui a balancées Nadia en plus de ça, du genre « Ah Satan !» Et les derniers mots de Fate qui est mort il y a peu, il y a quelque chose d'assez perturbant dans la mise en scène, on voit qu'il y a cette espèce de grosse culpabilité qui le ronge et il peut pas reculer. C'est bien fichu, là aussi, vraiment, hein. Il y a cette espèce d'écho du pourquoi vous devez survivre et pas nous qui lui revient tout le temps dans la tête, qui est bien rendu. Vraiment, en termes d'atmosphère, c'est génial cet épisode, hein, vraiment. Hein. Donc, ils finissent par arriver dans ce temple englouti. Et au bout du compte, en fait, c'est plus que ça, c'est les vestiges d'Atlantis. D'Atlantis qui arrive à se maintenir pas inondé du tout dans un temple sous-marin. À nouveau, hein, on va dire que c'est technologique, il y a un truc qui les protège. En tout cas, voilà, c'est gigantesque. Toutes ces ruines qu'on voit, ce qui a été subi, il y a certaines hypothèses qui peuvent se faire. Il y a des gens qui découvrent un petit peu Atlantis, et qu'est-ce qui a pu engloutir cette ville, la détruire. On n'a pas de réponse à ça tout de suite. Est-ce qu'on en aura ou est-ce que on laisse ça un petit peu libre à l'imagination? En tout cas, ouais, il y a quelques petites mini-pistes qui sont données. Par exemple, il y a des tonnes de morceaux de verre qui sont créés et Jean finit par deviner que c'est dû à un excès de chaleur, quoi. Il faisait tellement chaud que les pierres se sont cristallisées. À ce point-là, quand même. Hein. C'est assez fort, hein, ça c'est fort. Hein. Et ouais, quoi, il y a cette espèce de découverte de l'endroit de la part de nos nouveaux personnages dans ce groupe-là, tandis que les autres quoi, se posent un petit peu calmement pour pleurer les leurs et essayer de rendre un petit peu à mal à ces morts-là sans en perdre totalement cette notion d'unité qu'ils ont en essayant de s'amuser un petit peu, histoire de montrer qu'ils ont une espèce d'habitude à ça, que leur mort, leur deuil, c'est pas quelque chose de nouveau et que ça arrive souvent. C'est très bien fait, vraiment très bien fait dans la mise en scène. Et il y a un passage où on finit enfin par avoir une réponse claire et nette à ce qui est arrivé au père de Jean. Où donc il finit par voir un des mecs qui pilote le Nautilus qui finit par révéler son nom. Il s'appelle Echo Oilan et il est français. Première fois que j'entends parler d'un mec français qui s'appelle Echo, moi ce petit détail, hein, c'est pas grand chose, hein, mais waouh, c'est quoi ce prénom? Je suis pas sûr une seule putain de seconde que ça existait à l'époque, ça, hein, qu'on pouvait même se permettre d'appeler quelqu'un Echo, comme ça. Je veux dire, même dans la mythologie, le seul personnage qu'on connaît qui s'appelait Echo, c'était une femme, Echo Narcisse, donc qui a appelé son garçon Echo à la fin du 19e siècle? C'est quoi ce délire? Voilà, c'est un détail, pas grave, mais c'est juste, ça fait bizarre quoi. Alors, Echo, je suis un Français, ça s'entend à mon prénom bien sûr. Et il finit par révéler qu'il était un ancien matelot du navire du père de Jean. Et donc on a confirmation totale que son père est bien mort. Voilà, je suis super content qu'on ait vraiment clarifié ça. Et c'est totalement en lien avec ce qui est mis en place, c'est-à-dire le fait que c'est un groupe de gens qui se sont réunis sous la même bannière, se venger du Gargoyle, parce que voilà, c'est toujours Gargoyle et son sous-marin qui ont détruit les nombreux navires marins qui passaient dans le coin, dont le bateau de Jean et du père de Jean et des tas d'autres. Donc voilà, c'est à ça qu'ils se regroupent, nos membres du Nautilus, pour la vengeance contre ce type qui a tué énormément des leurs à cause de ça. Hein, c'est aussi un truc qui était un petit peu mis en avant dans l'épisode précédent, lorsque ah merde, le chef d'armée, je me souviens plus de son nom, je me souviens surtout de sa moustache, montrer qu'il était vraiment en rogne contre ce monstre marin, entre guillemets, parce que, d'après son interprétation, c'est eux qui sont responsables de la mort de centaines, de milliers de marins. Donc voilà, on ressent cette colère là-dessus qui se ressent, et voilà quoi, il y a cet état d'esprit qui est montré dans un camp comme dans l'autre, qui est vraiment pas mal, quoi, ce besoin de se venger de ce monstre qui a tué beaucoup de gens, même si ça a été mal ciblé pour le capitaine dans l'épisode précédent, mais voilà, ça appuie bien la chose. Et un truc qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est la façon très calme dont on le montre pour Jean. C'est-à-dire que voilà, il assimile ça, quoi. On avait déjà montré dans des épisodes précédents qu'il se préparait petit à petit
à ce que son père soit mort. Là, ce coup-ci, il a une réponse claire. Son père est mort. Voilà, et il se balade un petit peu dans le coin, il essaye de se retenir de pleurer un petit peu lorsqu'il voit des fleurs pousser. Ils finissent par se retrouver, lui et Nadia, au sommet d'une grande construction. Une fois de plus, c'est gigantesque, c'est magnifique. Vraiment, le travail de dessin là-dedans est magnifique. Et et voilà, ils ont cette discussion super calme où ils se remémorent un petit peu la première fois qu'ils se sont rencontrés. Nadia qui essaye un petit peu de rassurer Jean, de l'aider un petit peu à surmonter ça. Tandis que Jean, ayant perdu un peu de sa naïveté, de son optimisme via ces 2 derniers épisodes, finit par perdre un petit peu ce besoin d'être un grand inventeur et qui créera des choses qui feront progresser le monde. Mais grâce à Nadia, finit par pas perdre totalement espoir et appuie son désir de rester avec ces gens-là parce qu'il les apprécie, il les aime bien, ces gens-là. Dans un moment super calme, assez touchant, et ça se termine sur ces deux-là qui rejoignent tout le groupe alors qu'ils enterrent les leurs, dans un moment calme, assez fort, où ils cueillent des fleurs pour rendre hommage à ces victimes-là. Très très efficace comme épisode. Hein. J'ai pas énormément de choses à dire, hein, à part 2-3 micro-détails dont on a entendu parler au tout début. J'ai pas énormément de choses à redire. Le fait que Nadia, à un petit moment, vienne. Je pense que la formulation est très moyenne lorsqu'elle vient donc reprocher au capitaine Nemo d'être vivant et pas les autres. Pas ceux qui sont morts, c'est un peu bizarrement amené, je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Et peut-être aussi que les sous-titres rendent peut-être pas superbement hommage à la formulation exacte qui est dit en japonais. C'est pas impossible, mais j'avoue que c'est un peu bizarre la formulation, ça la rendait légèrement un peu trop détestable dans la façon de le dire, ça. C'est des micro-détails. Globalement, j'apprécie comment on dépeint la mentalité, la psychologie de Nadia dans cet épisode, vraiment. C'est la première fois que je la sens vraiment poursuit de façon complexe et vraiment sur une durée assez longue, pas sur quelques minutes, sur vraiment tout l'épisode. Donc j'ai apprécié ça. J'ai apprécié le fait qu'on se pose pour découvrir la chose. Et ouais, j'ai même apprécié, j'en ai pas parlé, j'ai failli oublier, le fait qu'on évoque la tour de Babel là-dedans. Et ok, contrairement à Atlantide, l'Empire perdu, on essaye totalement d'interpréter ça de façon totalement différente à comment c'était dans la vraie mythologie chrétienne qu'on nous sert. Hein. Sachant que, je le redis, hein, il y a des gens qui ont mal pris quand j'ai fait ma critique d'Atlantide. Je redis que c'est de la grosse connerie, le mythe de Babel de base, quoi. Si vous croyez vraiment que ça s'est passé comme ça réellement, et vous pouvez voir ça comme une allégorie, comme une image, comme une façon un petit peu imagée de voir les choses, mais sans que ce soit vraiment une représentation fidèle de la réalité véritable. À ce moment-là, ok, si vous interprétez ça comme ça, je n'ai pas de problème, mais si vous voulez me faire croire que les choses se sont réellement passées comme ça, mais allez vous faire voir, hein, c'est n'importe quoi. Bon, hein, quitte à me faire mal voir, mais bon, là, j'apprécie le fait que, bon, même si c'est clairement pas en adéquation avec la vraie tour de Babel qu'on a dépeinte, parce que je suis peut-être pas un spécialiste, mais je suis quasiment certain que la tour de Babel n'était pas Atlantide. Hein. Ça se trouvait pas à Atlantis et les deux étaient pas liés comme ça. Donc ouais, c'est pas du tout la même chose et on n'essaye pas une seule seconde de dépeindre cette tour de Babel comme étant la tour de Babel, la signification à la tour de Babel qu'on donne dans la Bible. Hein, la tour de Babel ici c'est censé être une arme, censée combattre ou protéger, c'est pas clair du tout, mais une arme alimentée par une espèce de gros cristal, qui est la version mouse costaud de celui que possède Nadia. Donc on montre que c'était une arme et que Gargoyle s'en est inspiré pour la recréer. Donc voilà, c'est bien de jouer là-dessus, de faire ce rappel à ça. Et voilà, hein, le fait que ça s'appelle la tour de Babel, je trouve honnêtement que ça fait un petit peu référence facile hein, à quelque chose de connu, alors que bon, à part le fait que c'est une grande tour, ça n'a rien à voir avec Babel, mais au sein même de la série en termes de rôle, je trouve que ça le fait très bien. Voilà, fallait pas appeler ça Tour de Babel, c'est sûr, mais c'est un détail, c'est un détail. Je trouve que c'est très bien rendu là-dedans. En tout cas, voilà, j'ai failli oublier ça, donc je suis reparti là-dessus. C'était un bon épisode.
Voilà, je suis content de l'avoir vu, un des meilleurs pour l'instant. L'atmosphère était très pesante, très bien fichue pour nous faire vraiment sympathiser avec tout ce groupe, ce qu'ils ont vécu, etc. Le développement de Nadia et de Jean était très bien fichu, j'adorais. Ah, j'espère que ça se poursuivra comme ça. À bientôt pour l'épisode 17. Bye.